Bonjour et bienvenue à ce 54e webinaire de la plateforme Trajectoire socio-économique. Il a pour objet Trajectoire socio-économique, quelle nouvelle méthode? Tout d'abord, un rappel de ce qui se fait depuis 2020. Face aux transformations, la question des modèles socio-économiques se pose à tous. Et c'est dans ce cadre que le Rameau, en partenariat avec la JEBA, copilote un programme qui s'appelle Reconnaissance des modèles socio économiques sur plus de 10 ans de retour d'expérience et sur un cheminement collectif sur cette question des modèles socio-économiques. Ce programme, il a aujourd'hui 3 objectifs. Le premier, c'est de partager une culture commune sur la diversité des modèles. Le second, c'est donc de permettre à chacun de se repérer et de se positionner. Et enfin, le troisième, c'est d'apprendre collectivement à piloter la complexité des trajectoires socio-économiques. Ce travail collectif a abouti à l'émergence d'une plateforme, la plateforme Trajectoire socio-économique, une plateforme numérique qui est ouverte à tous et qui vous propose donc plus de 15 ans de travaux collectifs pour valoriser les pratiques émergentes et développer plus globalement les compétences sur cette question des modèles socio-économiques d'intérêt général. Alors, cette connaissance capitalisée, elle est partagée régulièrement. Ça fait donc depuis 2020 que des webinaires sont organisés. Donc, vous avez aujourd'hui 53 replays et synthèses des webinaires que vous pouvez retrouver sur la plateforme Trajectoire socio-économique. Vous pouvez également, pour tous ceux que ça intéresse, découvrir 116 exemples inspirants sur ces trajectoires socio-économiques que vous retrouver sur la base Impact Alliance. Donc, tous les 3 mois, tous les trimestres maintenant, nous avons ce webinaire qui nous permet de partager avec vous tous les avancées sur la recherche sur les trajectoires socio-économiques. Les partenaires de ce webinaire cette semaine, ce trimestre, nous avons donc l'ADASI pour nous partager des informations, ainsi que la Fondation de Lille. Merci à vous pour votre présence. Concernant le programme du webinaire, un programme en 5 temps. Tout d'abord, je veux bien la slide. Tout d'abord, le bilan et les perspectives 2026 de la démarche trajectoire socio-économique. Dans un second temps, nous aurons la chance d'écouter l'ADASI avec Caroline Germain, qui nous présentera notamment les nouveaux enjeux et les nouvelles méthodes d'accompagnement, en particulier avec l'exemple de la démarche avec la Fondation GRDF. Nous aurons ensuite l'exemple de la Fondation de Lille, l'exemple d'une démarche mise en œuvre par la Fondation, avec la Fondation de Lille et Delphine Van de Voorde, sur l'innovation territoriale en action dans les territoires. Enfin, nous ferons un petit retour sur l'actualité du trimestre de la part de l'Observatoire des partenariats. Et enfin, nous vous dévoilerons les prochaines étapes. Je laisse donc maintenant la parole à Charles Benoît Etzik, président fondateur du Rameau, pour nous parler du bilan et des perspectives 2026 de la démarche trajectoire socio-économique. Charles Benoît, c'est à vous. Merci Armel, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une joie pour moi de vous présenter les perspectives de cette plateforme trajectoire socio-économique. D'abord, il est utile de remettre finalement cette question des équilibres économiques au cœur de l'actualité. Certains d'entre vous se souviennent qu'en mai 2024, l'urgence d'agir ensemble sur les questions du financement de l'intérêt général avait à l'unanimité du Conseil économique, social et environnemental fait l'objet d'un avis. Vous savez aussi, pour ceux qui suivent nos webinaires depuis 2020, qu'un état des lieux des pratiques a été publié en février de l'année dernière avec un rapport conclusif du cheminement que nous avions mené ensemble à travers le rapport vers de nouveaux modèles socio-économiques. Et puis, en novembre 2025, en direct du Salon des maires, avait été rendu public l'étude de l'Observatoire des partenariats sur tendances et fragilités économiques qui montrait bien, vu des acteurs du territoire, l'importance et l'urgence de se questionner sur ces questions d'équilibre socio-économique et d'évolution de ces équilibres.
Alors, c'est dans cet esprit le programme Trajectoire d'une mission ministérielle et il s'est doté de 3 objectifs importants. D'abord, l'animation d'une capitalisation en communication en 2023 de cette plateforme Trajectoire socio-économique issue de plus de 10 ans d'expérimentation, de ce partage des connaissances. Et cette année, l'ambition, c'est vraiment de continuer à partager les pratiques innovantes. Alors, la grande différence, c'est que nous étions dans un webinaire mensuel, il devient trimestriel, mais vous retrouverez en plus, comme chaque année depuis 2013, le dossier juriste association en novembre pour pouvoir faire l'état des lieux des évolutions de ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Le deuxième angle de ce programme, le deuxième objectif de cette année, c'est réellement de continuer à suivre les expérimentations innovantes multi-acteurs avec un focus plus particulier encore cette année, qui avait déjà commencé l'année dernière. Vous vous souvenez peut-être, pour ceux qui ont écouté le webinaire de décembre dernier, que Charles-Aymeric Caffin, chef de bureau du développement de la vie associative à la JABVA, avait indiqué que vraiment l'objectif était maintenant d'aller dans les logiques d'appropriation, de formation sur ces questions de modèles économiques et la diversité des profils d'ACAM, évidemment, de cette démarche. Et puis le troisième point, c'est vraiment cet espace de dialogue partagé qui existe depuis maintenant 3 ans pour justement mettre en débat l'évolution de ces trajectoires socio-économiques. Cette année, il a été décidé d'élargir le dialogue avec un focus territoire plus marqué, et donc une demi-douzaine de réseaux territoriaux rejoignent cette dynamique pour pouvoir la partager et porter en commun cette connaissance des savoirs et savoir-faire. Alors, il n'est pas inutile, en ce début d'année, de nous rappeler ce que nous savons et puis ce que nous faisons. Alors, cette question des modèles socio-économiques, c'est une définition plurielle et quelque part qui peut, et c'est ça qui est intéressant, être extrêmement évolutive. D'où l'importance de bien comprendre finalement quels en sont les repères pour pouvoir se situer sur cette question-là. D'abord, nous sommes revenus sur la définition de ce qu'est un modèle socio-économique en revenant au sens premier de l'économie, c'est-à-dire l'équilibre de la maison. Le deuxième élément caractéristique, c'est que pour qu'un équilibre fonctionne, eh bien, qu'il soit stable, durable, eh bien, il doit reposer sur des piliers solides. Et ces piliers solides sont de 3 natures. Les richesses humaines mobilisées dans un projet, les ressources financières qui peuvent être impliquées, et puis bien évidemment les alliances stratégiques pour finalement être en corrélation avec son écosystème. C'est bien la capacité à décrire et à expliciter les 3 piliers de chacun de son modèle socio-économique qui permettent à chacun de pouvoir garantir sa durabilité et surtout l'évolution du modèle socio-économique, puisque dans le contexte actuel, et ce n'est pas nouveau, je rappelle que le CESE l'avait déjà dit en constatant 20 ans d'histoire d'évolution des modèles d'intérêt général, ces modèles sont évolutifs dans le temps, donc nous devons, chacun d'entre nous, de nous re-questionner régulièrement sur l'équilibre sur lequel repose notre modèle. Et ce que nous savons aussi, c'est qu'on ne peut pas limiter la seule compréhension de la dimension économique, de l'économie, au sens équilibre de la maison, à simplement les leviers, l'arbre des leviers d'un modèle économique. Certes, la question de la diversification des ressources et puis de l'optimisation des coûts est une question finalement tout à fait pertinente, mais pour bien comprendre, il faut bien avoir en tête que chacun finalement de ces leviers demande et a des spécificités tout à fait particulières. Et donc, pour les activer, que ce soit les leviers d'augmentation des revenus ou les leviers d'optimisation des ressources mobilisées à travers l'optimisation des coûts et agir sur les leviers de richesse humaine et d'alliance, finalement, chacun de ces leviers relève de modalités différentes et donc il ne suffit pas d'avoir simplement une réflexion sur la diversification de ces financements pour répondre à l'équilibre de son modèle socio-économique.
Et pour cela, il faut bien réexpliciter finalement la diversité des modèles socio-économiques, qui est une question qui est mal connue et reconnue en France. D'abord, il faut comprendre la diversité des modèles publics et privés qui existent en France. Pas moins de 7 modèles qui vont de l'économie des personnes jusqu'à l'économie publique d'État constituent notre modèle. Rares sont les acteurs qui connaissent la diversité de ces modèles. Et pour ceux qui suivent régulièrement nos webinaires, vous savez pourquoi nous sommes très intéressés par les modèles de économique d'engagement, parce que ce sont les plus complexes des modèles socio-économiques, et donc quelque part, ils amènent à une plus grande et une plus riche diversité des leviers pour pérenniser son levier. Parce qu'effectivement, lorsque l'on se regarde dans un deuxième temps, une fois qu'on a bien compris de quel modèle nous parlions, quand on regarde de façon plus spécifique les 3 leviers du modèle socio-économique, il est très intéressant de regarder qu'à chacun de ces leviers correspond une diversité de possibilités qui sont à actionner en termes de richesse humaine, de financement et d'alliance. Et le troisième élément qui est déterminant pour pouvoir qualifier son propre modèle socio-économique, c'est de pouvoir le mettre et se situer au travers d'un triple regard. Bien évidemment, quel est l'acteur? Qui suis-je? Si je suis une collectivité territoriale, je viens de voir que nos amis du Conseil régional Grand Est nous ont rejoints, il est bien évident que si je me pose sur la question au niveau du Conseil régional Grand Est, ce n'est pas exactement la même chose que si je me pose la question sur un PETR ou un PTCE de ce même territoire. Pas la même chose que si je me pose la question d'une association de ce territoire, et puis enfin, pas la même chose si je me pose la question d'une entreprise ou d'une initiative citoyenne du territoire. Donc l'acteur, bien évidemment, est déterminant dans ce sujet-là. Mais le deuxième élément, et vous le savez tous, c'est que d'un domaine d'action à un autre domaine d'action, bien évidemment, les modèles sont différents. Ceux du sanitaire et social ne sont pas exactement les mêmes que ceux de l'emploi ou ceux de la solidarité. Et donc, il est très important, bien évidemment, de comprendre quels sont les modèles qui existent dans mon domaine d'action, mais aussi peut-être des modèles qui existent dans d'autres domaines et qui vont permettre de pouvoir avoir un éclairage. Vous savez que pour construire la plateforme trajectoire socio-économique, elle est issue finalement d'une triple démarche avec les acteurs de l'insertion par l'activité économique, ceux de l'environnement et ceux de l'éducation populaire. Dans chacun de ces secteurs, finalement, les modèles sont différents. Mais en les croisant, eh bien, on peut avoir des pistes d'innovation extrêmement intéressantes. Et puis la dernière, et vous n'aurez sans doute repéré ceux qui connaissent bien nos travaux, je n'ai pas fait un clin d'œil territorial pour rien, puisque bien évidemment, d'un territoire à l'autre, les modèles socio-économiques peuvent être très différents. Et ça, c'est un point qui est extrêmement important dans le même domaine d'action et même avec le même type de domaine d'acteur. Eh bien, il n'est pas tout à fait le même modèle économique en plein cœur d'une métropole, dans un territoire rural ou dans un territoire ultramarin, et c'est tout à fait logique. Et donc, il est très important de pouvoir offrir la possibilité à chacun d'abord de situer la diversité des modèles socio-économiques, ensuite de pouvoir décrypter chacun des leviers à activer pour pérenniser son modèle, ceux des richesses humaines, ceux des ressources financières et ceux des alliances, mais aussi d'aider à se situer dans les différents acteurs, dans les différents domaines, sur les différents territoires, puisque c'est en cela que chaque modèle socio-économique est spécifique, même si bien évidemment, il peut relever d'éléments et de repères en commun. Et tout ce que nous avons capitalisé provient d'un cheminement apprenant qui a été mutualisé depuis 2010, et c'est en cela que c'est vraiment important de bien comprendre que les travaux qui sont partagés proviennent de la réalité des uns et des autres qui ont vécu la transformation de leur modèle socio-économique et qui en partagent cette expérience. En 2010, lorsque ce nouveau concept de modèle socio-économique fondé sur 3 piliers, il était classique de parler des richesses humaines et des ressources financières, et d'ailleurs souvent qualifié de ressources humaines. Nous avons préféré le terme de richesses humaines, puisque bien évidemment, l'engagement des femmes et des hommes n'est pas simplement une ressource, mais une capacité réelle de créer de la valeur.
Et puis, nous y avons ajouté en 2010 cette logique de l'alliance stratégique avec les acteurs de son écosystème, parce que de moins en moins on peut faire seul. Et bien évidemment, en 2015, au moment de la signature de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, cette question a été au cœur de la question des transitions. Il n'est pas possible de réussir des transitions sans articuler des acteurs différents qui vont pouvoir inventer ensemble les solutions de demain. Ça, c'était en 2010. En 2014, nous avons eu une position partagée, notamment avec une note stratégique portée par le mouvement associatif, avec un rapport interministériel sur l'engagement des personnes qui justement justifiait qu'on parlait bien de richesses humaines et non pas de ressources humaines. Et puis, un état des lieux annuel qui avait débuté avec nos amis de Juris Association pour dire d'année en année, nous allons pouvoir capitaliser les pratiques les plus innovantes sur ces questions des modèles socio-économiques d'intérêt général. En 2019, avec le ministre en charge de l'engagement de l'époque, avait été lancé le référentiel partagé pour justement avoir une approche cohérente des enjeux à la pratique capitalisée depuis une décennie. En 2023, le lancement de cette plateforme et en 2025, deux outils essentiels dont Charles-Émeric Caffin, chef de bureau de la vie associative, nous rappelait en décembre dernier leur complémentarité. D'une part, un rapport pour pouvoir montrer justement la valeur de cette diversité des modèles socio-économiques. Il ne s'agirait pas de tomber dans des modèles uniques ou stéréotypés. Au contraire, chacun peut réinventer son modèle et c'est bien ça qui en fait la force. Et puis, cette force aussi du numérique à travers la boussole modèle socio-économique qui a été lancée à l'été dernier pour justement permettre à chacun de pouvoir réinventer son propre modèle socio-économique. Alors, que faisons-nous aussi? C'est bien évidemment un éclairage des différents leviers socio-économiques et notamment nos webinaires jusqu'à l'année dernière mensuels et maintenant trimestriels ont pour but d'éclairer de façon extrêmement concrète ces différents leviers. En termes de richesse humaine, nous insistons sur la caractérisation des différentes fonctions et motivations. Nous ne pouvons pas appréhender la question du modèle socio-économique de la même façon si on est à la gouvernance d'une organisation, si on en est le dirigeant, si on est dans l'équipe ou les référents techniques. Comment chacun, en fonction de ses responsabilités, de ses compétences, va pouvoir appréhender ce sujet-là, mais aussi en fonction de ses moteurs d'engagement. Il est bien évident que la question de la richesse humaine, c'est de respecter avant tout, finalement, la façon dont chacun d'entre nous va pouvoir se saisir de cette question-là et contribuer à une création de valeur en commun. C'est bien toute la capacité à décrypter ce lien essentiel et le premier lien de création de valeur de toute organisation, qu'elle soit publique ou privée, c'est la façon dont les femmes et les hommes qui la constituent vont pouvoir créer de la valeur en commun. Le deuxième élément, et on en a parlé en introduction, finalement, c'est cette diversité des ressources financières, des leviers qui sont à disposition à travers un arbre de leviers qui s'enrichit d'année en année. Et en cela, bien évidemment, le recensement des pratiques innovantes, que ce soit à travers ces 54 replays de webinaires ou les 116 exemples dans la base Impact Alliance, qui recensent une diversité finalement de sources. Je tiens à souligner en remerciant particulièrement la DASI pour ses travaux sur les monographies très détaillées des acteurs d'intérêt général. Comment est-ce qu'on met en avant la diversité des pratiques finalement qui permettent à chacun d'inventer son propre modèle sur la partie financière. Et puis, bien évidemment, et merci Armel d'animer ces webinaires toujours avec talent, puisque au nom de l'Observatoire des partenariats, depuis 2008, sont analysés finalement comment ces alliances stratégiques viennent créer de la valeur en commun et de la frugalité au travers de l'analyse de 16 domaines d'action, 10 profils d'acteurs et 5 échelons territoriaux, parce que là encore, il est absolument indispensable de comprendre la diversité de ce qu'il y a derrière les mots de modèle socio-économique pour ne pas s'enfermer dans une vision, j'allais dire, très cloisonnée
du sujet, d'autant plus que vous savez qu'en France, nous avons un travers qui est un peu chacun est dans son couloir de nage et a donc un peu le sentiment qu'il n'y a qu'un modèle socio-économique, le sien, alors qu'en fait, c'est la richesse de la diversité de ces modèles qui constitue finalement le paysage français. Alors c'est vraiment ce que nous avons voulu avec le ministère en charge de la vie associative mettre en valeur lorsque la ministre a lancé la plateforme Trajectoire socio-économique en 2023 pour capitaliser et rendre plus lisible et visible ce qui avait été fait depuis 15 ans pour justement capitaliser les connaissances sur le sujet. Et les 5 portes d'entrée de la plateforme pour comprendre, s'informer, se former, agir ou accompagner, parce que agir si on est un acteur de terrain, accompagner si on est un acteur d'ingénierie, tous ces éléments-là sont importants et vous y retrouverez au sein de la plateforme notamment 7 formats d'appropriation selon les cibles et leur maturité, parce que l'on soit un acteur de la gouvernance, un membre d'une équipe, un citoyen qui souhaite s'informer ou un référent technique de ces questions de modèles économiques, bien évidemment les besoins ne sont pas les mêmes. Et si c'est pour faire ses premiers pas, si c'est pour faire des formations ou si c'est pour valoriser son expérience, bien évidemment, là encore, les outils ne sont pas les mêmes. Vous trouverez toute cette richesse dans Trajectoire socio-économique en rappelant, et c'est un point essentiel, que tout a été créé avec les têtes de réseau publics et privés pour que justement ça soit à la fois quelque chose qui vienne de retour d'expérience de terrain, mais aussi avec une approche transsectorielle et transterritoriale. Enfin, pour finir mon intervention, parlons de notre programme 2026. Comme je le disais, nous sommes passés d'un webinaire mensuel à un webinaire trimestriel et il nous a semblé important cette année justement de prendre un peu plus de rythme pour pouvoir finalement aller plus en profondeur dans les webinaires que nous vous proposons avec systématiquement 2 choses. Une initiative nationale avec une démarche innovante et inspirante portée par un acteur national et puis un retour d'expérience des acteurs territoriaux pour qu'on ait ce double regard à la fois national et territorial de ces transformations socio-économiques. Et le thème de cette année, c'est transformation socio-économique en et des territoires, notre nation n'étant que l'un des formes de territoire, chaque territoire, de l'international jusqu'au local, constituant d'autres échelons tout aussi pertinents pour le faire. Alors, durant cette année, nous aurons donc en février, nous allons avoir la chance d'avoir l'ADASI et le réseau français des fondations territoriales qui vont témoigner dans un instant. Nous aurons en mai un webinaire ciblé sur la place des jeunes pour construire avec les organisations et avec les territoires, les trajectoires socio-économiques de demain. Et là, nous aurons la chance d'avoir le retour d'expérience de la Fondation RTE sur son programme hors champ. Et nous aurons Cluster Jura sur les travaux sur l'entrepreneuriat collectif de territoire. Passionnant webinaire en perspective le 3e jeudi de mai que je vous invite d'ores et déjà à réserver. Nous aurons un webinaire tout aussi passionnant en septembre avec le conseil régional Grand Est qui aura le plaisir de nous partager et nous fait l'amitié de partager le programme qu'ils ont co-construit avec les pays PETR pour pouvoir justement réfléchir sur ces modèles socio-économiques d'intérêt général sur leur territoire et à l'échelle des territoires ruraux. Nous aurons aussi le retour d'expérience de Alliance Sciences et Économie sur la microville 112 de Reims, dispositif extrêmement innovant territorial. Et en novembre, la Fondation des territoires viendra porter le résumé de 1 an de travail sur ces questions de trajectoire socio-économique en et des territoires. Et nous aurons l'illustration du quai des possibles, parce que vous savez que les lieux et les liens sont au cœur du sujet. Et donc, cette logique, comment on articule les nouveaux lieux et les nouveaux liens, eh bien, tout à fait en cohérence avec le Vademecum que le réseau des catalyseurs territoriaux a publié à l'occasion du dernier Salon des maires. Et puis, bien évidemment, tout au long de l'année, vous avez le rythme du cycle l'ODD 17 en pratique sur lequel Armel de Roton, qui l'anime, reviendra tout à l'heure.
Et je voudrais finir en insistant sur la diversité et la diversification des formats de développement des compétences et de valorisation des compétences existantes. Et ça, c'est un point sur lequel, avec le ministère, on insiste très lourdement. Bien sûr, il faut développer les compétences, mais il faut aussi, et c'est un point extrêmement important, partir des pratiques déjà existantes. Valoriser ce qui existe déjà. Et peut-être que s'il y a un domaine sur lequel justement les compétences existent et ne sont pas encore révélées, ne sont pas encore conscientisées, eh bien, c'est bien dans la question des modèles socio-économiques. Alors, que ce soit pour les associations et fondations, et Caroline Germain, directrice générale de l'ADASI, va nous parler de tous les travaux que mène l'ADASI depuis 10 ans sur les modèles économiques, mais plus particulièrement d'une expérimentation qui est devenue maintenant pérennisation d'un accompagnement collectif et individuel des associations dans le cadre d'un programme avec la Fondation GRDF. Mais il est important aussi d'avoir le même travail sur cette appropriation de la diversité des modèles avec les collectivités territoriales. Et je le citais tout à l'heure, avec nos amis Grand Est, et je remercie Clara d'être avec nous aujourd'hui en tant que participante, eh bien, ce programme d'appropriation de la diversité des modèles socio-économiques d'intérêt général, de leur illustration à travers ce que font les 30 pays et PETR du territoire Grand Est, c'est particulièrement important et bien évidemment valoriser la façon dont nos collectivités territoriales, au moment où les gouvernances locales vont être redéfinies pour les 7 prochaines années, 2026-2033, puisque je vous rappelle que comme 2032 est une année élective nationale, eh bien ce sera un mandat exceptionnellement de 7 ans que vont avoir les futurs élus et élus locaux. Eh bien, il est extrêmement important de voir comment se co-construit entre les collectivités territoriales et les structures privées d'intérêt général, finalement, ces modèles économiques de demain et ces modèles socio-économiques d'intérêt général. Bien évidemment, avec les agents de l'État, avec la JABA, ont été engagés une formation des services déconcentrés qui souhaitent justement s'approprier toute cette connaissance partagée pour pouvoir être encore plus à l'action de nouvelles alliances territoriales, de nouvelles façons de pouvoir construire un écosystème pertinent le plus proche possible de la réalité de terrain. Et ça, c'est un élément très important. Collectivités territoriales et agents de l'État, je vous rappelle que ce sont les deux jambes de notre institution. Déconcentration, décentralisation sont les deux éléments de la création de valeur en commun et de la frugalité en commun. Et puis, last but not least, comme diraient nos amis anglais, les entreprises ne sont bien évidemment pas exclues de ces dynamiques-là. Et on peut penser notamment au programme Social Impact Manager, programme européen l'année dernière qui a été fait pour voir comment est-ce que dans la responsabilité sociétale des entreprises et dans leur engagement territorial, eh bien toute cette création de valeur en commun est intégrée comme réellement un élément de contribution au territoire et de contribution à la performance des organisations, puisque oui, et nous en arrêterons là, au moment des 20 ans du rameau, nous sommes peut-être arrivés là où nous avions une intuition il y a 20 ans. Il est bien évident qu'aujourd'hui, la réarticulation entre économie et intérêt général est au cœur des transitions, parce que nous ne pouvons pas avoir des modèles économiques qui ne tiennent pas compte de nos enjeux d'intérêt général, de la même façon que l'intérêt général ne peut pas être géré autrement qu'économiquement parlant. C'est dans cette complémentarité des positions, dans ce qu'une association, une fondation, une collectivité territoriale, les services de l'État et les entreprises peuvent faire, c'est bien dans cette complémentarité des positions que nous pourrons réinventer les modèles socio-économiques à la hauteur de nos transitions. Et nous allons avoir deux exemples extrêmement inspirants pour montrer que ce n'est pas un chemin qui est devant nous, mais que nous sommes bien à mi-chemin, puisqu'il y a déjà des pionniers et des pionnières, tant au niveau national qu'au niveau territorial, qui depuis maintenant plusieurs décennies sont déjà en train d'inventer les modèles socio-économiques de demain.
Donc je rassure les jeunes, et en tous les cas les 31% de jeunes qui avaient dit qu'ils avaient le sentiment que 2050 pouvait être la fin du monde. Non, ça n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un monde. Et c'est bien en réinventant nos modèles socio-économiques d'intérêt général, dans un intérêt partagé et bien compris, que nous pourrons faire des transitions, non pas une peine à supporter, mais une transformation féconde qui est devant nous. Merci beaucoup Charles Benoît, merci pour vos explications claires sur les modèles socio-économiques et merci également pour votre intervention qui nous expliquait bien à nouveau ce qu'était le programme et la plateforme trajectoire socio-économique.org. Nous allons donc maintenant partir au niveau national et j'ai le plaisir de laisser la parole à Caroline Germain de l'ADASI qui nous parlera donc des nouveaux enjeux et surtout des nouvelles méthodes d'accompagnement. Caroline, c'est à vous. Merci beaucoup Armelle. Oui, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui ce qu'est le parcours modèle socio-économique et notamment vraiment cette aventure que nous avons, cette expérimentation que nous avons pensée avec le Rameau et la Fondation GRDF. Alors, ce parcours modèle socio-économique que je souhaitais vous présenter, c'est une aventure collective de 8 structures générales qui proposent un cheminement progressif qui est multi-apport, vous allez les voir, mais avec multiples objectifs et qui permet de répondre aux spécificités de chacun, dont l'enjeu est vraiment triple. Il est à la fois que tout à chacun puisse mieux qualifier, Charles Benoît le disait, je vais revenir dessus, mieux valoriser ses compétences en matière de modèle socio-économique. Parce qu'effectivement, le premier enjeu, c'est de se dire, attention, le sujet modèle socio-économique, ce n'est pas un sujet d'expert. Et ce n'est surtout pas un sujet d'expert, c'est l'affaire de tous. Bien sûr, on peut avoir des niveaux d'expertise différents sur ce sujet, je veux dire, à l'inverse de l'analyse financière, c'est un sujet qui éminemment doit se partager collectivement et c'est un sujet plus stratégique qu'un sujet d'expertise. Voilà, d'expertise propre, je vais revenir dessus. Ce parcours modèle socio-économique, on l'a vraiment conçu donc pour que chacun puisse valoriser ses propres compétences et comprendre où est-ce qu'il en est avec ses propres pratiques en matière de modèle socio-économique. Donc c'est un parcours qui s'adresse aux personnes. C'est aussi un parcours qui s'adresse bien évidemment aux structures, donc aux organisations qui font partie de ce parcours, puisque l'enjeu de ce parcours, c'est à son issue que les structures qui sont engagées soient en capacité de se projeter collectivement et de qualifier leur propre trajectoire socio-économique. Alors pourquoi trajectoire? Parce que peut-être c'est important de se le dire, en fait, plus qu'un modèle, et d'ailleurs c'est un mot assez paradoxal, ce mot qui est, on parle de modèle socio-économique comme si on avait quelque chose d'intangible. C'est extrêmement dynamique, en fait, un modèle socio-économique, ça bouge. Charles Benoît disait, ça bouge en fonction de ses activités, ça bouge en fonction de son territoire. Et d'ailleurs, quand on donne à voir des modèles, on devrait dire on donne à voir des balises, on donne à voir des inspirations. Et finalement, plus que de trouver votre propre modèle, vous devez dessiner votre propre trajectoire, votre propre stratégie de moyens, comment vous la dessinez, quels vont être les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer pour mettre en œuvre votre projet. Voilà, c'est un peu le questionnement qu'on a lorsqu'on travaille à sa trajectoire socio-économique. Donc, ce parcours, c'est une aventure qui permet de se projeter en tant qu'organisation. Et puis, troisième grand objectif, c'est un parcours qui permet de se préparer collectivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire se préparer collectivement? Ça veut dire que cette question, et ça vient expliquer peut-être ce premier point que je souhaitais vous dire sur le fait que ce n'était pas un sujet d'experts, même si on pouvait avoir des expertises, encore une fois, sur cette thématique, c'est que c'est vraiment un sujet qui se partage collectivement, d'abord en interne, avec sa gouvernance, avec ses équipes, partager une logique de suivi, de compréhension
de son modèle socio-économique, c'est tout à fait clé pour le maîtriser et pour dessiner des trajectoires cohérentes. Et puis, c'est aussi une manière de se préparer collectivement à pouvoir échanger sur son propre modèle avec ses partenaires. Donc, on crée des conditions, ce parcours, il crée vraiment des conditions d'appropriation de cette trajectoire, modèle socio-économique, que ce soit aussi en interne, mais aussi potentiellement, alors pour les plus avancés, on sait que c'est pas évident pour tous, pour ceux qui font les premiers pas, c'est déjà en interne, mais peut-être pour les plus avancés, c'est d'avoir un dialogue parfois avec ses partenaires pour échanger sur ces éléments de structuration et sur sa trajectoire modèle socio-économique. Donc, on a vraiment expérimenté et maintenant développé cette aventure collective qui s'adresse aux personnes dans la valorisation de leurs compétences. Donc, vraiment, on les dote, si j'ose dire, d'un socle commun et on permet à chacun que chacun puisse reconnaître et mesurer là où il en est sur ce sujet de modèle socio-économique. On travaille dans une aventure collective qui dure environ 4-5 mois à qualifier les enjeux, qualifier son modèle, le comprendre, questionner la cohérence de ce modèle socio-économique avec son projet et de poser des hypothèses d'évolution. Et enfin, troisième temps, on crée des conditions d'appropriation de toutes ces réflexions pour que ça ne repose pas sur les épaules d'un seul homme ou du homme ou femme ou un binôme, mais pour faire en sorte que ces logiques, elles soient partagées en équipe, en interne, mais aussi potentiellement en externe. Donc, on est vraiment sur ces trois briques. Si je vais un petit cran plus loin sur les modalités, finalement, sur le déroulé de ce parcours, vous voyez, vous retrouvez ces trois objectifs. Trois cibles, trois mécaniques très différentes, hein. Une cible très individuelle de valorisation des compétences, une cible beaucoup plus organisationnelle d'accompagnement, et puis un troisième temps plus, je veux dire, d'accompagnement presque au changement dans sensibilisation. Eh bien, ces trois briques clés ont des modalités qui leur sont propres. On est dans un chemin critique, donc les structures vont embarquer cette aventure avec un premier parcours qu'on appelle un parcours expérientiel, qui est vraiment fameux premier temps pour comprendre les fondamentaux et faire le bilan de ses connaissances. Donc là, on s'appuie sur le commun de trajectoire socio-économique, hein, dont vous présentait Charles Benoît, et sur la base de ce commun, on va faire partager un cheminement progressif autour des modules, hein, déjà comprenant des visios et des outils applicatifs pour pouvoir se situer, recomprendre la diversité des modèles socio-économiques, se situer, comprendre les différents leviers, et puis qui se conclut par un atelier de partage de pratiques, qui est une session où finalement chacun entre pairs pourra mesurer où en sont les uns et les autres sur ce sujet de modèle socio-économique. Donc on a ce premier temps dans ce parcours, qui est ce parcours dit expérientiel, qui est vraiment dédié aux personnes. Et puis, on rentre dans un parcours, on va dire, plus collectif d'organisation, où là, on embarque des 2 à 3 personnes par structure qui sont dans ce parcours, et on embarque dans un parcours qui dure 4 à 5 mois, qui va alterner des temps collectifs en présentiel, des temps d'échange entre plus individuels, en fait, entre l'ADASI et les structures qui cheminent. On va avoir des temps visio, elles vont avoir des travaux individuels à réaliser, des temps de réflexion, et puis on aura des temps dits d'effets miroirs sur ces travaux. Durant tout ce parcours, l'enjeu est vraiment de pouvoir formaliser, euh, mieux qualifier, mieux comprendre quels sont les éléments qui structurent, qui fondent son modèle socio-économique. Souvent, c'est le modèle socio-économique, parce que parfois on en articule même plusieurs, et en identifier et prioriser sur tous les enjeux. Et autour de cette priorisation, avoir cette logique de projection qui permet de qualifier les leviers d'évolution de ce modèle et de qualifier justement une trajectoire vers quoi on va, quelle priorité d'action. Et ça permet, on le voit bien souvent, d'ouvrir ses horizons. Et on voit des structures qui arrivent très souvent avec un grand classique sur question de modèle socio-économique, mais forcément, hein, qui traverse l'ensemble des structures autour de la question des financements.
Et on voit qu'en travaillant, en élargissant le spectre de réflexion, eh bien, on élargit de la même manière le spectre de solutions et on ouvre vraiment une nouvelle vision et on redonne du pouvoir d'agir souvent à ces dirigeants autour de qu'est-ce que je peux faire autour de ma stratégie de moyens pour mon projet. Et puis, quand ce parcours collectif, qui est très riche, encore une fois, de l'outillage, et puis surtout, j'ai envie de dire, de temps il n'est pas que, ce n'est pas un parcours collectif descendant avec avec des animateurs qui seraient sachants, en tout cas pas que. Il y a aussi beaucoup dans ce temps collectif une vraie émulation avec des logiques de co-développement et des logiques d'inspiration qui se mettent en place. Et c'est vrai que là, c'est très intéressant parce que on sort les dirigeants de leur solitude, je dirais même les équipes de leur solitude sur ce sujet, et on montre aussi à quel point on a tous des approches extrêmement différentes, contrairement à ce qu'on peut imaginer. On peut avoir des discussions parfois qui sont très centrées, encore une fois, sur les financements, et pour autant, on va voir qu'on va avoir des discussions extrêmement riches sur des leviers d'action que les uns et les autres n'ont pas toujours imaginer, penser. Donc on vient vraiment sortir aussi de je dirais, de sa zone de confort pour se confronter à d'autres et s'inspirer avec d'autres. Et puis on a un module, on termine bien évidemment par ce qu'on appelle le module de sensibilisation, qui est un temps que l'on dédie et prioritairement que l'on dédie avec, à la gouvernance du projet, parce qu'il est très clair que si on dessine une trajectoire socio-économique, mais que cette trajectoire, elle n'est pas bien comprise par la gouvernance, où elle est remisée, c'est-à-dire sur la pile d'un certain nombre de feuilles de route, sans doute qu'on va pas on n'atteint pas complètement cet objectif que de faire en sorte que la pédagogie du modèle socio-économique et des questions de modèle socio-économique soient complètement réalisées et que ces réflexions qui ont été réalisées durant tout le parcours puissent s'incarner et être vivantes finalement au sein des structures. Donc on a un troisième temps qui est un temps vraiment à la fois de sensibilisation, à la fois de sensibilisation. Alors on reprend un peu de la hauteur de vue en disant ben, de quoi on se redonne des éléments sur de quoi on parle lorsqu'on parle de modèle socio-économique. On redonne des éléments finalement de compréhension des fondamentaux, mais également on vient accompagner, aider à ce que tous les enjeux et les réflexions soient appropriés par la gouvernance, parfois même jusqu'à l'équipe salariée, parce que parfois l'enjeu, il est dans le partage de l'équipe salariée ou l'équipe bénévole. Ça dépend complètement de la nature des structures. Donc, vous voyez, on a ce déroulé pour un parcours d'une durée qui dure quand même de 3 à 6 mois, mais avec ces trois briques et ces trois modalités de réalisation assez différentes, mais extrêmement complémentaires. Alors, tout ça pour quels apports? Euh, Nous avons réalisé les premiers bilans des parcours. Bon, de manière très... si on devenait... si à mon sens, en tout cas, on ne devait retenir qu'une chose, c'est que ces parcours modèles socio-économiques, ils redonnent du pouvoir d'agir. C'est un moment où on se sent enfermé dans sa stratégie de moyens. L'enjeu des parcours, il est justement de sortir de cet enfermement et de se redonner des marges de manœuvre. Et on sait combien c'est important aujourd'hui. Lorsqu'on rentre un petit peu plus dans les éléments de bilan, ce qu'on voit bien, c'est que les structures et les personnes qui sont impliquées dans ce parcours, d'abord, bien évidemment, elles acquièrent une nouvelle compréhension de la stratégie de moyens. Elles acquièrent une toute nouvelle vision de finalement quels sont les leviers à leur disposition. Elles vont articuler différents leviers de manière un peu différente. Elles vont avoir une vision de ce qu'on appelle leur domaine d'activité stratégique ou leur chaîne de valeur assez différente et de la articulation de quels moyens, quels leviers avec ces domaines d'activité, il va effectivement avoir une nouvelle compréhension de finalement où sont mes problématiques clés, où sont les articulations clés, où sont les leviers. Et parfois, ça vient décaler aussi les enjeux. Vous voyez, on vous a mis quelques verbatims pour illustration, mais certains, on a très souvent, on a compris que l'essentiel n'est pas tellement la levée de fonds,
mais finalement l'articulation avec l'écosystème et comment on va venir articuler nos activités avec l'écosystème. Donc on vient vraiment repenser sa mécanique d'articulation. Ça permet bien évidemment de prioriser aussi parfois ces logiques d'action, voire ces métiers. Donc on est vraiment dans cette nouvelle compréhension des leviers à sa disposition. Ben, une fois qu'on a des nouveaux leviers, une nouvelle feuille de route, eh bien, on est quand même dans une toute autre, je veux dire, on a un tout autre mindset et on est vraiment dans quelque chose qui est au-delà du renouvellement de la confiance. Et avoir confiance en soi, avoir confiance en son projet, pouvoir partager collectivement les défis et les réussites, c'est quand même tout à fait essentiel pour se projeter. Donc, ça vient vraiment réassurer sur la capacité à porter, à déployer son projet, à être, voilà, c'est vraiment cet enjeu de reprise de confiance qui est quand même un socle pour pouvoir agir et agir concrètement et agir efficacement. Et puis, troisième élément clé, c'est un apport très fort de renouvellement du dialogue, que ce soit, je vous le disais, du dialogue en interne, que ce soit avec sa gouvernance, avec son équipe. On vient en repensant sa stratégie de moyens, en ayant des éléments d'une trajectoire, une projection qui permet de renouveler la confiance, eh bien, le dialogue, il se noue différemment, il se joue différemment, et c'est vraiment un levier de conduite du changement, de mobilisation interne, qui est très fort. Et pour les plus avancés, je dis effectivement pour les plus avancés, c'est pas le cas de tous, parce que ça demande quand même un certain travail en interne avant de pouvoir aller vers l'externe. C'est un formidable levier pour pouvoir nouer un nouveau dialogue avec ses partenaires et avoir de nouveaux échanges. Donc on part avec d'autres socles, d'autres constats, avec ses équipes, avec son conseil d'administration. On a donc là vraiment une clé, à mon sens, très forte du pouvoir d'agir. Et on est très heureux d'ailleurs de démarrer incessamment sous peu une nouvelle session, un nouveau parcours cette année avec la Fondation GRDF. On espère avec d'autres fondations et surtout avec des associations et d'autres structures qui pourront y contribuer. Merci Caroline, beaucoup, Caroline, hein. juste un point, Armel, si vous permettez. D'abord, merci Caroline pour ce témoignage. Et moi, je voudrais faire un témoignage, d'abord un immense remerciement à l'ADASI d'avoir embarqué le rameau dans cette belle aventure avec la Fondation GRDF et l'importance de l'expérimentation et de prendre le temps de l'expérimentation. En fait, ce qui est très intéressant dans ce que dit Caroline, c'est finalement l'articulation des briques. Et en fait, entre la première promotion et comme le rappelait Caroline, c'est la troisième promotion, hein, c'est vraiment quelque chose qui se fait dans le temps, c'est 18 mois de travail déjà accumulé et étudié. L'idée était plutôt un cheminement classique. Si je reviens juste un moment sur ce schéma-là, de dire bah, on va faire un module de sensibilisation de la gouvernance, puis après on va accompagner l'organisation, et puis après on va finalement développer les compétences des équipes et des gens qui sont à la tête. Et l'expérience qui a été pilotée par la DASI et les échanges qui ont eu lieu à la fois avec les associations et la fondation GRDF ont permis de dire, mais en fait, c'est pas le bon ordre. Il ne faut pas partir du chemin classique, il faut partir du premier kilomètre des réalités vécues. Donc en fait, c'est les bonnes briques, mais pas dans le bon sens. Il faut d'abord partir de comment je réassure chacun d'entre nous que si j'ai un mandat pour pouvoir commencer à travailler sur l'évolution du modèle économique, je ne vous cache pas que qui que ce soit d'entre nous, hein, quel que soit son niveau, être confié dans une organisation publique ou privée de réfléchir sur la future trajectoire socio-économique, c'est pas si simple que ça. Et donc de réassurer, de révéler les talents qui existent déjà avant de rentrer dans un parcours collectif où, de ce fait, lors de l'atelier de partage des pratiques, les personnes qui vont vivre ensemble, finalement, le parcours collectif de leur organisation vont d'abord avoir appris à se connaître, eh bien, se connaître et connaître les autres avec lesquels je vais pouvoir cheminer, crée une confiance extrêmement intéressante. Et c'est une fois qu'on a, comme l'a très justement dit Caroline, une image des nouveaux leviers, que revenir auprès de la gouvernance en disant, ben voilà,
C'est un premier travail maintenant, on peut le mettre en débat, on peut finalement déconstruire et reconstruire. Eh bien, c'est un chemin de confiance. Et moi, je voudrais vraiment remercier la qualité et le talent des équipes de la DASI, et puis cette confiance entre la Fondation GRDF et les associations qui étaient accompagnées, de pouvoir justement se dire, mais et si on inversait la logique? Et si on partait de ce premier kilomètre des réalités vécues? Eh bien, ça, c'est vraiment quelque chose qui a été une très belle nouvelle, une très bonne nouvelle. Et je crois que c'est ce qui fait la solidité de ce parcours. Et en tous les cas, le fait que la troisième promotion s'engage dès mars prochain dans de très bonnes conditions montre bien à quel point c'est exactement ce que disait Caroline, c'est dans la dynamique et l'apprentissage collectif qu'on peut réinventer de nouveaux modèles, y compris pour les acteurs de l'ingénierie et de l'accompagnement. Et ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. Et je vais vous dire qu'une fondation comme la Fondation GRDF, qu'un acteur de l'accompagnement stratégique comme l'ADASI et qu'un laboratoire de recherche comme le Rameau, qui pourtant travaille depuis des années sur ce sujet-là, apprennent encore chaque jour grâce à ce type de parcours, c'est une bonne nouvelle parce que je crois qu'on n'a pas fini d'inventer les modèles socio-économiques de demain et le fait d'être en capacité, en humilité pour justement les inventer ensemble, c'est peut-être ça, la bonne nouvelle qu'on peut partager au territoire dès aujourd'hui. Mais un immense merci, Caroline, pour ce témoignage. Et on aurait bien rêvé d'avoir le témoignage d'une des associations qui a participé. Malheureusement, ce n'était pas possible. Mais je vous invite à relire les verbatim et puis on aura sans doute l'occasion de remettre en avant. En tous les cas, Caroline, un grand coup de chapeau à toute votre équipe parce que franchement, c'était pas gagné d'avance. C'était un vrai risque que la Fondation GRDF a pris en lançant ce parcours ambitieux et c'est une très belle réussite. Un grand merci pour tous et encore plus de l'avoir partagé avec nous aujourd'hui. Merci Caroline. Merci Caroline. Merci Charles Benoît. Maintenant, nous prenons la direction de la Fondation de Lille avec Delphine Van de Voorde pour nous présenter l'innovation territoriale en action. Delphine, c'est à vous. Merci beaucoup Armelle, merci Charles Benoît. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Delphine Van de Voorde, directrice de la Fondation de Lille. Et je vais vous parler aujourd'hui des fondations territoriales. Et voilà, je vous propose de définir mon propos à partir de 3 points. D'abord, comprendre ce qu'est une fondation territoriale. La deuxième chose, c'est l'organisation des fondations territoriales au sein d'un réseau national que nous avons constitué il y a quelque temps. Et la troisième chose, donner un exemple concret de ce que peut faire une fondation territoriale sur un territoire et sur une cause d'intérêt général, pour rendre concret ce qu'est la fondation territoriale. Alors, en premier lieu, et pour introduire les caractéristiques des fondations territoriales, ça me semble important de dire 2 mots sur la Fondation de Lille et pourquoi la Fondation de Lille travaille sur cette question des fondations territoriales. La Fondation de Lille est donc une fondation reconnue d'utilité publique, abritante, qui est désormais un outil juridique abouti, et qui existe depuis bientôt 30 ans. Nous aurons 30 ans en août 2027, puisque nous avons été créés en août 1997. Et cette fondation a été créée à l'initiative de Pierre Mauroy, qui était alors maire de Lille. Et il a créé, à la fin des années 80, une association de préfiguration. Et pendant 10 ans, nous avons construit de façon collective la Fondation de Lille, qui a obtenu la grande capacité juridique donnée par le Conseil d'État, à savoir la reconnaissance d'utilité publique. C'est une fondation qui ne ressemblait pas à toutes les autres fondations, puisque c'était d'abord une fondation qui portait le nom d'un territoire, en l'occurrence d'une ville, et c'était novateur à l'époque. La deuxième chose, c'est qu'elle a une approche multicause de son territoire, c'est-à-dire que l'objet social de la Fondation de Lille est extrêmement large. Et ce qui faisait aussi sa caractéristique, et c'est dans son ADN, dû évidemment à son président fondateur, c'est le fait que la Fondation travaille avec l'ensemble des acteurs du territoire, qu'ils soient publics ou privés, avec des collectivités, des associations, des entreprises.
Et c'était effectivement, on en parle beaucoup maintenant, mais si on se remet dans le contexte de la fin des années 80 et dans les années 90, c'était absolument novateur. Et la Fondation de Lille était vue un peu comme un ovni dans ce monde des fondations. Et c'est par rapport à ce constat qu'avec le Centre français des fonds et fondations, nous avons réfléchi au modèle qui existait alors outre-Atlantique et à l'international, et nous avons repéré les community foundations, alors sont l'équivalent des fondations territoriales, qui sont des fondations nées au début du XXe siècle aux États-Unis, qui se sont d'abord développées dans le monde anglo-saxon, et puis depuis le début des années 2000, qui se développent partout dans le monde, et notamment en Europe. Et d'ailleurs, il y a à peu près 800 fondations, alors Community Foundation, fondations territoriales en Europe actuellement. Donc c'est un mouvement qui se développe, et nous avons à ce moment-là donc trouvé notre identité. Voilà, c'était important de donner ces éléments pour comprendre pourquoi la Fondation de Lille, depuis 2008, travaille sur la question des fondations territoriales pour comprendre ce qu'elle est, ce qu'elles sont, comment elles peuvent se développer et comment elles peuvent trouver leur place dans le système français de la philanthropie, finalement. Alors, je vous ai mis des mots-clés et puis un petit schéma sur ce qu'est la fondation territoriale. C'est une fondation, effectivement, qui est ancrée sur un territoire, mais qui n'agit pas sur une seule cause, mais qui va agir sur différentes causes pour avoir une approche beaucoup plus systémique des problèmes rencontrés sur le territoire. C'est une fondation qui va s'appuyer aussi sur les ressources locales. Nous avons des financeurs ou des ressources humaines qui viennent, qui sont en proximité, et nous allons travailler en partenariat, en co-construction, avec d'autres acteurs, notamment avec des collectivités, et puis tous les acteurs, vous verrez, je vous donnerai l'exemple des bourses de l'espoir tout à l'heure, socio-économiques de la région. Et alors évidemment, la Fondation territoriale est un outil philanthropique qui n'a pas de statut juridique, qui est une dénomination, mais nous avions besoin, pour les définir, de rassembler les caractéristiques communes de ces fondations qui sont inspirées, on s'est appuyé sur des référentiels internationaux, sur d'abord les pays anglo-saxons qui avaient créé ce modèle, et puis sur le modèle européen qui se rapproche le plus de l'adaptation française, et pour en ressortir des grandes caractéristiques qui sont là. Donc retenez simplement que c'est un catalyseur, un outil philanthropique multicause, et qui est créé non pas par une seule personne, mais qui est un projet collectif et qui va être financé par différents financeurs. Voilà. Globalement, ce qu'il faut retenir des fondations, des caractéristiques des fondations territoriales, ce qui en fait, finalement un outil tiers de confiance qui va ne pas faire de plaidoyer, mais le but est de rassembler autour de la table pour répondre à une problématique du territoire. Ça en fait un lieu de neutralité, avec une gouvernance indépendante, un outil facilitateur, et ça c'est fondamental. Le statut de la fondation territoriale, en tout cas de la Fondation de Lille, le statut de reconnaissance d'utilité publique fait que nous avons une certaine agilité pour agir rapidement et pour répondre aux besoins en cas de crise, etc. Et c'est aussi un outil qui mutualise un certain nombre de ressources humaines. On en a parlé tout à l'heure, et Charles Benoît avait parlé de cet aspect dans la définition du modèle socio-économique. Les fondations territoriales, je précise donc qu'elles n'ont pas de statut juridique, je l'ai déjà précisé. Elles existent donc soit sous la forme d'une fondation abritée, par une fondation qui est abritante. On identifie en France 3 principales fondations abritantes, donc la Fondation FAS, la Fondation de France et la Fondation de Lille. Et les fondations territoriales peuvent être également des fonds territoriaux, des fonds de dotation qui sont créés à partir de ces caractéristiques. Peut-être passer à la présentation du réseau des fondations territoriales. La Fondation de Lille a été sollicitée en 2022 par une fondation internationale qui travaillait avec le Centre européen des fondations communautaires en Europe, avec l'Espagne et le Portugal, qui souhaitaient développer les fondations territoriales dans ces pays.
Et ils ont ils ont identifié la Fondation de Lille pour porter ce projet de développement des fondations territoriales en France, donc en 2022. Et notre feuille de route, dans le cadre de ce programme européen, était d'abord d'identifier les fondations territoriales en France, puisqu'il y avait une confusion entre les fondations territoriales et les caractéristiques que je viens de vous expliquer, et puis des fondations territorialisées qui ont une action territorialisée, qui sont installées sur un territoire, mais qui vont agir que sur une cause et qui n'ont pas les caractéristiques multicauses, multi-acteurs, etc. Donc c'était identifier, caractériser, développer, faire comprendre, et puis faire du plaidoyer aussi pour la reconnaissance de ces fondations et faire connaître leurs spécificités. Ce qu'on a fait, c'est dès avril 2023, nous avons créé un réseau de fondations territoriales. La première chose a été, évidemment, comme je vous le disais, d'identifier ces fondations, ce qui n'a pas été... ça a demandé un certain travail pour aller repérer ces fondations en France. On estime actuellement qu'il y en a 27 ou 28 en France. Et le réseau a commencé avec une dizaine de fondations. Nous en avons 20 à peu près au sein du réseau et nous espérons pouvoir intégrer toutes les fondations territoriales. Ce réseau qui existe depuis avril 2023 permet de faire, alors d'abord de l'interconnaissance, c'est fondamental. Les fondations territoriales, ce sont des fondations un peu différentes des autres et elles ont des problématiques qui sont différentes des autres et elles ont besoin d'échanger ensemble sur les problèmes rencontrés, sur les solutions qu'elles trouvent, etc. Donc l'interconnaissance, l'échange de bonnes pratiques. Et puis l'idée de se regrouper également pour faire force et pouvoir interpeller des acteurs privés ou publics pour essayer d'avoir des financements pour mener des actions sur leur territoire. Donc on a déjà mené 30 ou 40 réunions depuis l'origine du réseau. On se voit de façon très concrète tous les mois et on a donc c'est une réunion tous les mois de 2 heures qui nous permet d'avoir un échange informel sur l'actualité des fondations territoriales. Certaines d'entre elles vont exposer des problématiques qu'elles ont et chacune va essayer d'apporter ses solutions ou au moins d'apporter sa propre expertise ou expérience sur son territoire. Et puis, nous avons, dès cette année, défini des thématiques prioritaires à aborder, notamment sur l'année 2026. Donc, on va travailler sur la communication, donner de la visibilité à ce réseau, donner des éléments de langage aussi aux fondations territoriales qui, encore une fois, ne sont pas des fondations comme les autres et qui peuvent, comment dirais-je, aborder la question de la philanthropie de façon différente. On peut, quand on fait un don, souvent c'est pour une cause qui nous tient à cœur, pour la santé, pour les enfants, etc. La fondation territoriale va agir pour son territoire. Et donc, on doit donner comme message d'apporter des fonds à la fondation territoriale qui, par son expertise, va pouvoir attribuer des fonds à des causes qui ont été identifiées par le biais d'un diagnostic territorial, etc. Les causes qui ont été identifiées, donc effectivement, ce sont ces éléments de langage. La deuxième chose, nous sommes sur la thématique, on s'interroge beaucoup sur le modèle socio-économique des fondations territoriales, puisque ce ne sont pas des fondations qui ont classiquement été créées par une personne qui va apporter toute partie de son patrimoine pour une cause d'intérêt général. On est sur des fondations souvent de flux qui vont mixer des fonds en fonction des fondations territoriales. En tout cas, la Fondation de Lille, nous avons à la fois des fonds privés et des fonds publics. Donc, voilà, il y a une façon particulière d'aborder la communication de la fondation territoriale, et c'est des questions qui suscitent beaucoup d'interrogations au sein de ces fondations.
Donc, on a défini des thématiques et on est très, très heureux parce que la dynamique du réseau commence à prendre. Ça a mis du temps. On ne décrète pas la création d'un réseau. Hein. Enfin, ceux qui animent des réseaux le savent. On a mis du temps à se rapprocher de ces fondations et à essayer de comprendre leurs thématiques, leurs difficultés, et d'agir ensemble et puis de réfléchir à la façon dont nous pourrions aussi, pourquoi pas, mener des actions plus collectives entre fondations, etc. Voilà. Ça, c'est l'aspect, c'est l'outil réseau, territoire. Il nous fallait absolument, pour développer dans la feuille de route du projet, c'est développer les fondations territoriales en France. La Fondation de Lille ne pouvait pas le faire seule. Et donc, elle a souhaité créer, alors elle ne l'a pas fait, elle n'a pas créé seule, mais au moins mettre en place ce qu'on a appelé la Coalition nationale pour les fondations territoriales. Et je m'excuse pour le S qui manque à Fondation territoriale. Nous nous sommes rapprochés donc de grandes structures nationales qui sont des structures, soit des acteurs philanthropiques ou des acteurs experts du mécénat ou de la co-construction. Et donc, vous avez les membres qui sont affichés. Hein. Nous avons la Fondation de France, la Fondation FACE, le Centre français des fonds et fondations, la Fondation des territoires, l'ADMICAL et le fonds ODD 17 qui participent à cette coalition. Et le but de cette coalition, finalement, c'est d'écouter les territoires et les demandes des fondations territoriales pour en porter la bonne parole et aussi faire du plaidoyer au niveau national au sein des différents réseaux d'acteurs qui existent. Donc on a deux approches finalement pour le développement de ces fondations territoriales. Une approche réseau entre pairs, un réseau informel qui se réunit pour se renforcer, et puis une coalition qui regroupe des grands acteurs nationaux pour porter ces dynamiques. Et la Fondation de Lille, finalement, fait le trait d'union entre le réseau de pairs qu'elle anime et qu'elle a créé, et puis la coalition dont elle est actuellement membre. Alors, vous allez me dire, c'est bien beau, on parle de fondation territoriale, ça paraît très conceptuel. Donc, je peux vous donner un exemple très concret. Il manque des choses sur la slide, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais vous donner un exemple très, très concret d'une action qui est menée donc, par la Fondation de Lille depuis 2006-2007, qui est une action qui s'intitule les Bourses de l'Espoir. Alors, et vous allez voir finalement que on va retrouver toutes les caractéristiques de la fondation territoriale dans le fonctionnement même de cette action. Donc, il y a d'abord eu un diagnostic et on a identifié que la région des Hauts-de-France, alors la région la plus jeune de France, connaissait un taux de pauvreté des jeunes qui était particulièrement élevé, un taux de chômage des jeunes très élevé, et on avait des indicateurs au niveau des étudiants qui montraient la précarité de leur situation, d'abord par le pourcentage de boursiers, 32% de boursiers dans la région des Hauts-de-France. Et parmi ces étudiants qui font des études et qui sont boursiers, 46% sont obligés de travailler pour financer leurs études. À partir de ce diagnostic territorial, nous avons souhaité mettre en place une action pour l'égalité des chances, pour l'accès à la formation. Et on a mis en place le dispositif qui s'appelle le dispositif des Bourses de l'Espoir, qui s'adresse à 3 publics différents, à des étudiants méritants, alors pas brillants, mais méritants, qui sont issus de la région des Hauts-de-France et qui vont rencontrer des difficultés financières à un moment très particulier dans leur parcours. On aide également des personnes qui sont engagées dans une formation pour un retour à l'emploi, des gens qui ont eu des parcours de vie un peu compliqués, qui ont besoin de reprendre une formation, qui ne rentrent pas toujours dans les dispositifs de droit commun pour obtenir des financements. Et la Fondation de Lille, avec l'aide qu'elle va apporter, va provoquer un effet levier qui va permettre de débloquer d'autres aides. Et le troisième public, ce sont les associations, des projets associatifs qui favorisent l'insertion des jeunes et des personnes
de façon plus générale, qui lutte contre l'illettrisme et qui œuvre pour le bien vivre ensemble. Dans cette action, avec ces trois publics, on est parti donc d'un diagnostic territorial. On s'appuie évidemment, on travaille évidemment avec de très nombreux partenaires sociaux éducatifs, donc d'où la notion de partenariat qui est très importante. La Fondation n'agit pas seule sur cette action, donc elle travaille avec les services sociaux divers, les universités, les grandes écoles, d'autres fondations, des associations, le Pôle emploi, les missions locales, etc., qui vont nous envoyer des jeunes en difficulté, et les jeunes peuvent s'adresser à nous directement. Ça nous permet de faire remonter les dossiers les plus prioritaires. Et puis, dans le financement de cette action, il y a une diversité de financements et de financeurs. Alors, on peut remarquer quand même qu'il y a une part de mécénat qui est très importante, puisqu'on est à près de 73% de mécénat, en tout cas si je m'appuie sur l'exercice 2025. Le mécénat, c'est quoi pour cette action? C'est 9 entreprises et banques, 2 fondations et une association qui contribuent financièrement pour le financement de cette action. On a aussi une subvention d'une collectivité territoriale et l'argument qu'on donne, nous, c'est la collectivité donne une somme et nous, on bonifie, on va multiplier cette somme en fonds privés, finalement. Si le conseil régional met 10 000 euros, nous, on va en apporter 60 000 euros, mais en fonds privés. On a des dons particuliers aussi parce qu'on fait de la sensibilisation et de la pédagogie auprès des citoyens pour faire connaître aussi la situation de ces étudiants dans la région. Et puis un peu de fonds propres. Et alors, pour financer l'ingénierie de cette action, parce que pour vous donner des chiffres, chaque année, on reçoit 110 candidatures à la Fondation de Lille qui vont suivre un parcours. Alors, ils vont nous envoyer d'abord un CV, une lettre de motivation, et puis ensuite, ils vont être reçus par des bénévoles. Donc, on s'appuie sur nos ressources humaines également, des bénévoles qui, en binôme, vont recevoir ces étudiants pour les écouter et répondre au mieux à la problématique qu'ils ont. Et puis, il y a enfin un comité d'éthique et d'arbitrage qui va faire une proposition d'attribution de bourse, c'est-à-dire d'aide financière coup de pouce donnée par la Fondation de Lille. Cette action ne peut marcher que parce que la Fondation de Lille est financée dans son fonctionnement par des collectivités territoriales. Elle a dans son fonctionnement, alors la Fondation de Lille, c'est 200 000 euros de fonctionnement, 80% liés au salaire. Et dans le budget de fonctionnement de la Fondation de Lille, vous avez à peu près 30% de fonds publics qui va permettre à la Fondation de financer la structure, en fait. Et donc, l'exemple des bourses de l'espoir est très intéressant parce que ça montre d'abord la nécessité d'identifier une thématique et une problématique liée à son territoire, de cibler des publics particuliers en complément des dispositifs de droit commun, de travailler en partenariat très étroit avec des acteurs qui sont au plus près des besoins des populations et qui sont experts de ces populations dans l'accompagnement, de s'appuyer sur une grande diversité de financeurs et de financements. On parlait de l'indépendance aussi de la Fondation tout à l'heure. Enfin, c'est des sujets, quand on est dans les partenariats publics-privés, qui sont importants. Et là, nous, on n'a pas un seul mode de financement, on en a plusieurs. Et puis, cette prise en charge de l'ingénierie partielle par 2 collectivités sur le territoire des Hauts-de-France pour la Fondation de Lille. En termes de chiffres, depuis 2008, on a attribué plus d'1,2 million d'euros à près de 1300 lauréats. Voilà, alors avec des lauréats ensuite qui sont devenus des donateurs de la Fondation de Lille, puisqu'ils se souviennent qu'à un moment donné, ils ont rencontré des difficultés particulières. Et chaque année, on attribue une cinquantaine de bourses à peu près, pour des montants qui sont très variables d'une année à l'autre. Ça peut aller de 60 000 à 100 000 euros en fonction des années. Et voilà, c'est une action phare de la Fondation de Lille qui se termine toujours par un grand événement dans un haut lieu prestigieux de la ville de Lille.
pour valoriser ces lauréats et puis remercier évidemment l'ensemble des acteurs institutionnels, financiers qui ont contribué à l'action. Voilà ce que je pouvais dire sur les fondations territoriales et sur un exemple très concret qui est un exemple parmi d'autres, parce que évidemment. Merci beaucoup Delphine. Et ce que je trouve intéressant dans votre présentation, c'est vraiment ce triptyque du territoire, c'est-à-dire finalement une réflexion de fondation européenne à l'échelle des 800 fondations territoriales européennes. Quelle est la place de la France dans cette logique-là? La logique de partir du premier kilomètre de l'expérience française et de la petite trentaine de fondations territoriales qui sont vraiment celles que vous décrivez, et puis finalement de finir par quelle coalition pour soutenir cela avec les réseaux nationaux et au cœur finalement de ce triptyque, la fondation la plus ancienne, celle qui depuis 30 ans expérimente ce modèle innovant, qui était très très innovant en Europe il y a 30 ans, qui devient finalement de plus en plus au cœur de notre capacité de sortir des couloirs de nage pour être en capacité d'avoir une vraie réponse locale, articulant l'ensemble des domaines d'action. Ça, c'est vraiment un apprentissage que la philanthropie territoriale peut vraiment mettre en œuvre concrètement. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci Charles Benoît. Merci Delphine, merci Charles Benoît. Je vous propose maintenant de faire un petit tour sur l'animation des connaissances et sur, effectivement, l'actualité du trimestre. L'actualité du trimestre, alors vous savez, un petit peu changé depuis ce début 2026. Vous avez un rendez-vous hebdomadaire chaque jeudi qui vous propose une actualité, un portrait issu d'exemples justement qui viennent des territoires et un outil. Vous allez recevoir le jeudi d'ici quelques minutes de rendez-vous mensuels autour d'un thème avec la Gazette de l'ODD 17 qui met en perspective les enseignements du mois, mais aussi avec l'interview 3 questions A qui donne la parole chaque mois à un acteur engagé pour finalement ancrer et incarner le thème mensuel. 3 rendez-vous trimestriels cette année pour éclairer les tendances. Alors d'abord, la session de redécouverte de la base Impact Alliance autour d'un invité trimestriel, le webinaire comme aujourd'hui de la plateforme Trajectoire socio-économique. Cette année, le thème est donc trajectoire socio-économique mais également des territoires. Et enfin, le bulletin de veille et d'analyse de l'innovation sociétale qui approfondit les enjeux et croise les retours d'expérience. Mais nous avons également un rendez-vous annuel autour du dossier Juris Association qui sera publié cette année en novembre au moment du Salon des maires. Voilà pour l'actualité du trimestre que vous pouvez retrouver évidemment sur la plateforme odd17.org. On va maintenant un petit peu rentrer sur l'actualité vraiment de ce trimestre. Au mois de janvier, vous avez pu redécouvrir la plateforme odd17.org qui donne finalement une vision globale de tout ce qui est de tous les partenariats. C'est une plateforme qui se veut vraiment pratique. Elle vous donne accès à un ensemble d'actualités, à l'ensemble des actualités donc, dont je viens de parler, mais vous y trouvez également la fameuse boussole pour vous repérer, des méthodes et des outils pour agir, des fiches pratiques pour vous accompagner, des données pour vous situer, avec notamment les fiches repères, et enfin le cycle annuel pour agir ensemble. C'est vraiment les 4 semaines de ce mois de janvier qui nous ont permis comme ça de découvrir plus approfondi, d'approfondir plus efficacement la plateforme ODD 17. Quelques petits exemples justement de l'actualité qui venaient en réponse à cette plateforme ODD17.org. Vous avez effectivement déjà pu découvrir en début de mois la Gazette de l'ODD 17, nouveaux enjeux, nouvelles méthodes, qui revenait sur l'année 2025 et qui nous rappelait l'importance de la dynamique d'engager ensemble avec les 4 objectifs. Le 22 janvier, j'ai eu la chance d'interviewer Charles-Émeric Caffin, donc chef de bureau du développement de la vie associative à la GEFBA. Il nous a donc parlé du programme de travail de la plateforme Trajectoire socio-économique dont nous avons parlé juste avant. Vous avez également pu découvrir le programme 2026 du fonds ODD 17 et enfin donc la fameuse session d'embarquement. La prochaine aura lieu dans 2 mois.
Le mois de février, donc le mois actuel, nous sommes maintenant, à partir du mois de février, pour encore 3 mois, à la découverte de chaque plateforme qui correspondent chacune à un des objectifs des partenariats. Le mois de février, nous sommes donc allés découvrir la plateforme Coopérer efficacement, qui vraiment rassemble toutes les ressources pour comprendre, pour structurer et pour qualifier vos démarches de coopération. La première semaine, vous avez donc découvert la diversité des modes de partenariat. La deuxième semaine, nous sommes allés à la découverte du parcours Alliance et Territoire pour faire vos premiers pas. Cette semaine, donc tout à l'heure, vous découvrez les démarches efficaces pour piloter vos partenariats. Et enfin, la semaine prochaine, le parcours expérientiel, coopérer efficacement pour valoriser vos pratiques. Voilà, rapidement, les quelques petites actualités importantes de ce mois. Début février, vous avez donc pu découvrir la Gazette CAP 2026, Sortons nos cartes, qui rappelait également les 4 objectifs du Faire Alliance. Vous avez pu également découvrir le programme du réseau des catalyseurs territoriaux. Et enfin, vous avez eu la semaine dernière donc l'interview de Sylvain Raymond, directeur général de la communauté Les entreprises s'engagent, qui nous a permis de voir vraiment la vision, si vous voulez, des entreprises sur ces démarches de co-construction territoriale. Des actualités qui nous ont vraiment permis de découvrir comment concrètement coopérer ensemble. Ces prochains mois, nous allons donc partir à la redécouverte des 3 objectifs du Faire Alliance. Tout d'abord, comment hybrider son modèle socio-économique avec la plateforme Trajectoire socio-économique. Au mois d'avril, nous allons découvrir comment accélérer l'innovation sociétale avec la plateforme Piloter l'innovation sociétale. Et enfin, en mai, comment construire un projet de territoire avec la plateforme L'innovation territoriale en action. Voilà tous ces outils qui vous apprendront finalement à découvrir plus profondément les 4 objectifs du Faire Alliance, et nous allons vraiment pouvoir vous aider très, très concrètement à prendre en main ces outils. L'actualité du trimestre, c'est également l'appel à manifestation d'intérêt du comité 21 qui s'intitule Coopération économique de transition, savoir pour agir. Il est ouvert dès aujourd'hui jusqu'au 5 juin 2026 et il s'intéresse finalement à des projets de recherche, action participative qui associent des équipes de recherche et des acteurs socio-économiques engagés sur les territoires. Finalement, il répond exactement à ce que nous avons dit aujourd'hui tout au long du webinaire, avec notamment la force de territoire, comme l'a rappelé Delphine à l'instant, mais également comment finalement avoir des trajectoires socio-économiques durables, ce dont nous a parlé Caroline de l'ADASI. Prochaine étape, prochaine escale du webinaire, nous nous retrouverons le jeudi 21 mai prochain de 13h à 14h30 sur le thème Trajectoire socio-économique, quelle place des jeunes dans le territoire ? Un webinaire qui sera à nouveau, comme celui-ci, très concret pour vous donner tous les outils nécessaires pour passer à l'action et agir ensemble sur les territoires. Merci à tous pour votre présence et merci à nos intervenants. Au revoir et à très bientôt.